Donc à bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'IAPC. Mon nom est Luc Juillet, je serai l'animateur de la discussion aujourd'hui. Mais pour l'instant, je fais simplement vous souhaiter la bienvenue et vous dire qu'on va attendre encore une minute ou deux parce que plusieurs personnes sont en train de se brancher, se joindre à nous. Et puis, on commence très bientôt. Alors, je pense que j'ai le feu vert et puis donc on va commencer notre rencontre. Alors, comme je le disais, bonjour puis bienvenue à ce webinaire sur l'état actuel et l'avenir de l'évaluation de programme qui est organisé par l'Institut d'administration publique du Canada, IAPC, et aussi sa revue, la revue d'administration publique, Administration publique du Canada. Mon nom est Luc Juillet, je suis professeur d'administration et de politique publique à l'Université d'Ottawa et je suis également le rédacteur associé de la revue Administration publique du Canada. Et donc, pour cause de ça, je serai l'animateur de la rencontre qui va durer 1 heure. Donc, on devrait terminer à 13 heures ou un peu avant. Avant de commencer, j'aimerais, en mon nom personnel, au nom de l'Université d'Ottawa et de l'IAPC, reconnaître et souligner que je vous parle aujourd'hui d'Ottawa, qui est situé sur le territoire non cédé du peuple algonquin, à qui nous rendons hommage. Je souhaite du même coup que, malgré les difficultés, nous puissions collectivement faire des progrès vers une réconciliation véritable avec les peuples autochtones, dont le peuple algonquin, dans les années à venir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'évaluation de programme. Ce webinaire a été organisé pour 2 raisons. D'abord, pour informer et faire progresser la réflexion sur la fonction d'évaluation de programme dans l'administration publique canadienne, notamment au niveau fédéral. L'évaluation de programme, c'est une fonction qui est toujours importante. Elle peut contribuer à une meilleure gestion des ressources de l'État, permettre à nos gouvernements de faire des meilleurs choix stratégiques, servir à améliorer les services aux citoyens, informer le contrôle démocratique de nos gouvernements. Donc, c'est une fonction qui est importante, qu'il importe donc de mieux comprendre. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'informer un peu la réflexion sur l'état actuel et l'avenir de cette fonction, surtout à un moment où on peut espérer qu'on sorte de la pandémie, vu l'état actuel des finances publiques et les défis auxquels on va faire face. Il va s'avérer probablement particulièrement judicieux ou important de faire des choix stratégiques, bien informés. Et donc, je pense que c'est un moment particulièrement important pour parler d'évaluation de programme. Alors, pour nous éclairer sur ces questions-là, on a le grand privilège de recevoir une des spécialistes les plus en vue de l'évaluation de programme, la professeure Isabelle Bourgeois. Isabelle est professeure agrégée et vice-doyenne à la recherche à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle est également la rédactrice en chef de la Revue canadienne d'évaluation de programme. En 2017, d'ailleurs, on lui a remis, la Société canadienne d'évaluation lui a remis le prix Karl Boudreau pour son leadership dans ce domaine. Alors, nous sommes très contents d'avoir Isabelle avec nous et c'est là, en fait, la deuxième raison pour laquelle le webinaire est organisé. C'était aussi pour célébrer un peu et souligner le fait que la professeure Bourgeois et son co-auteur, Léandre Leblanc, se sont vus décerner récemment le prix Roland Parenteau, qui est un prix qui est attribué pour le meilleur article paru en français dans la revue Administration publique du Canada. Alors, toutes nos félicitations. L'article qui a été primé, c'est un article qui portait sur l'évaluation de programme, mais Isabelle va nous parler aujourd'hui de cet article-là et d'autres études qu'elle a réalisées sur la fonction d'évaluation. Alors, bienvenue Isabelle et encore toutes nos félicitations à toi et ton co-auteur. Je vais, dans quelques secondes, donner la parole à Isabelle qui va parler pendant 15-20 minutes, nous présenter le résultat de recherche qu'elle a mené. Par la suite, je vais donner la parole à 2 invités qui vont commenter la présentation d'Isabelle. Le premier sera Patrice Dutil. Patrice, bienvenue. Patrice est
professeur titulaire de politique et d'administration publique à l'Université Ryerson à Toronto. Il a été dans le passé directeur de recherche à l'Institut d'administration publique du Canada. C'est un historien de formation. Il a beaucoup publié sur l'administration publique et l'histoire politique, notamment un dernier livre qu'il a dirigé sur le legs de Louis Saint-Laurent comme premier ministre. Un excellent ouvrage où j'ai eu le plaisir de contribuer, auquel j'ai eu le plaisir de contribuer. Donc, bienvenue à Patrice. Et puis, par la suite, je vais donner la parole à Geneviève Tellier. Geneviève, qui est professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, où elle enseigne l'administration publique. Ses recherches portent principalement sur les politiques budgétaires, les finances publiques, la reddition de comptes. Elle a notamment publié un ouvrage bien connu, Les finances publiques au Canada, le fonctionnement de l'État à la lumière du processus budgétaire. Alors, bienvenue à Geneviève. Alors voilà, je vais expliquer un peu le déroulement. La parole est maintenant à Isabelle, 15-20 minutes. Ensuite, on entend nos deux invités spécialistes. Par la suite, et ce sera possible pour toutes les personnes présentes de poser des questions. On va procéder à travers moi, c'est-à-dire on va vous demander d'écrire votre question dans la fonction question, Q&A de Zoom. Et puis, je pourrai à ce moment-là lire les questions puis les présenter aux membres du panel. Alors, le chat est disponible. Je vois que certaines personnes d'entre vous commencent à envoyer des messages, tout ça. Mais pour ce qui est des questions que vous voudriez adresser au panel, je vous demanderai de le faire par le biais de la fonction Q&A. Alors voilà, sans plus retarder les procédures, je donne la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Luc. Je vais partager mon écran. Donc, je vais mettre ça en mode de présentation. Donc, je pense que ça va pour l'écran, mais s'il y a un problème, vous me ferez signe. Donc, merci, Luc. Et avant de commencer, j'aimerais remercier Evert et Christy qui m'ont accompagné là, tout au long du processus de publication de l'article dont il est question aujourd'hui, ainsi que Geneviève et Patrice aussi là, qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, voici un aperçu de la présentation d'aujourd'hui. Je vais essayer de m'en tenir aux 15 minutes et peut-être un petit peu plus qui m'ont été accordées aujourd'hui pour nous donner le plus de temps possible pour les échanges, bien sûr. Plutôt que de vous présenter un seul article, j'ai décidé de vous en présenter 4. Donc, c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui, ce que vous voyez à l'écran. Donc, je vais commencer par établir un peu le contexte général des 4 études. Ensuite, je vais vous les présenter en groupe de 2 et je vais décrire évidemment là, les liens qui les unissent pour terminer ensuite en proposant certaines perspectives d'avenir pour la recherche et pour la pratique aussi. Donc, petit rappel très rapide, qu'est-ce que l'évaluation de programme? Vous avez la définition du Conseil du Trésor à l'écran. Donc, l'évaluation de programme en tant que pratique professionnelle a pour objectif d'examiner, grâce à des méthodes de recherche sociale, le mérite et la valeur des interventions publiques et d'en évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience. Ça, ce sont des termes qui vont revenir à quelques reprises dans la présentation d'aujourd'hui. Et donc, l'évaluation de programme, son objectif, c'est de fournir des données empiriques aux dirigeants des organismes pour appuyer la prise de décision au sujet du maintien de l'élimination ou de l'amélioration des programmes et donc peut être particulièrement utile là, dans une perspective de consolidation, de réduction budgétaire. La fonction d'évaluation fédérale existe depuis à peu près 1977 et elle a évolué de diverses manières au fil des ans. Cette évolution-là est surtout marquée par une série de circulaires, de directives, de politiques qui décrivent ce qui devrait être évalué et comment on devrait le faire. Donc, vous avez un aperçu des objectifs de chacune de ces politiques, de ces circulaires ou de ces directives-là à l'écran. Ce qu'on constate rapidement, c'est qu'en général, l'idée principale a en fait peu changé au fil des ans. On voit que l'évaluation, dans les 5 cas que vous voyez à l'écran, doit produire des données et fournir des conseils au sujet de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience des programmes pour appuyer la prise de décision, l'amélioration des programmes et l'imputabilité. Ce qu'on voit moins clairement dans cet aperçu, c'est qu'il y a des détails qui, eux, ont évolué. On pense notamment aux éléments qui doivent faire partie des rapports d'évaluation, à la planification des activités, des fonctions d'évaluation, au type de comités qui fournissent des conseils aux évaluateurs et au rôle des programmes aussi.
La politique sur les résultats qui a été adoptée en 2016 est l'encadrement le plus récent de la fonction d'évaluation. Et cette politique, comme les précédentes, délègue la responsabilité d'établir des fonctions ministérielles d'évaluation aux administrateurs généraux, donc aux sous-ministres, aux présidents d'agence, et présente les consignes qui devraient être respectées en matière de planification, de production et d'utilisation des évaluations dans les organismes. Elle précise les rôles et les responsabilités spécifiques des personnes engagées dans la démarche évaluative et des personnes responsables des programmes en plus. L'utilisation des évaluations, on en parle depuis 40 ans. C'est une préoccupation qui est importante dans notre domaine, évidemment, parce qu'une évaluation qui ne sert à rien ne vaut pas vraiment la peine d'être faite. Donc, on constate vraiment en regardant les politiques en matière d'évaluation du gouvernement fédéral que l'utilisation est vraiment au cœur des activités évaluatives. C'est un terme qui revient souvent et en fait, quand on regarde l'évolution des politiques, on voit que cette évolution-là resserre de plus en plus le lien là, entre la production et l'utilisation des évaluations. Donc, c'est vraiment un thème important quand on pense à l'évaluation au gouvernement fédéral. Évidemment, quand on pense utilisation, on pense utilisation instrumentale, donc c'est-à-dire l'application des résultats de l'évaluation à la prise de décision ou à l'amélioration des programmes. Il existe d'autres types d'utilisation, comme par exemple l'utilisation conceptuelle, l'utilisation symbolique, l'utilisation du processus aussi, mais vraiment aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation instrumentale. Elle est particulièrement importante justement dans une logique de consolidation budgétaire parce qu'elle peut fournir des informations critiques par rapport à la pertinence et à l'efficacité des programmes en vigueur et appuyer la prise de décision. Pour assurer un transfert de connaissances des évaluateurs aux gestionnaires et donc de favoriser l'action concrète suite à une évaluation, les 3 dernières politiques, donc les politiques qui sont en vigueur depuis 20 ans, ont mis l'accent sur l'élaboration de recommandations qui sont présentées dans les rapports d'évaluation et qui sont accompagnées d'une réponse de la gestion. Et cette réponse-là indique si le programme est d'accord avec la recommandation et ce qu'il compte faire pour y donner suite. Donc, ce sont ces recommandations-là qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Donc, avec des collègues, j'ai réalisé 2 études différentes qui portent sur les recommandations issues des évaluations en contexte fédéral. La première que j'ai réalisée avec ma collègue Jane Wynot était surtout exploratoire et visait à classer, grâce à une analyse de contenu, des recommandations tirées de 25 rapports d'évaluation. Donc, le cadre d'analyse ou de classification, si vous voulez, a été établi à partir d'une étude publiée par Héritier et ses collègues et portait sur le type de recommandation, le thème qui était abordé par la recommandation et son objet plus spécifique. Et ce qu'on cherchait à faire avec cette étude exploratoire-là, c'était vraiment de mieux comprendre l'ampleur, la portée, la thématique des recommandations qui sont présentées dans les rapports d'évaluation. La deuxième étude qui a été rapportée dans l'article dont il est question aujourd'hui, et que j'ai réalisé avec Léandre Leblanc, visait à élargir la portée de cette étude exploratoire-là à l'aide d'un questionnaire qu'on a mené auprès des directions d'évaluation fédérales. Donc, on a transmis le sondage à 74 directions d'évaluation et on en a reçu 27 complétés. Le questionnaire reprend certains éléments de l'étude précédente, comme les types de recommandations, leur thème, leur objet précis, mais ajoute aussi d'autres dimensions qui portent sur les pratiques évaluatives dans les organisations et les capacités organisationnelles en évaluation aussi. Et parce que ces dimensions-là supplémentaires, en fait, ont une incidence directe sur l'élaboration et la mise en œuvre des recommandations. Et parce qu'on utilisait un questionnaire, on avait la chance justement d'aller chercher des données directement à partir des directions d'évaluation. Donc, l'étude exploratoire, vous en avez les résultats devant vous. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion générale, c'est que les recommandations qui sont tirées des rapports d'évaluation fédéraux proposent soit une action concrète et comment elle devrait être mise en œuvre, ou donnent une ou plusieurs options stratégiques que les gestionnaires peuvent considérer. Dans les 2 cas, comme je le disais tantôt, on s'attend à ce que la gestion du programme produise une réponse qui indique si elle est d'accord avec la recommandation et ce qu'elle compte faire pour y donner suite. On a aussi constaté qu'un peu plus de la moitié
un peu plus de la moitié, des recommandations portaient sur l'efficacité du programme ou la mesure dans laquelle celui-ci a atteint les résultats prévus. Les autres recommandations portaient surtout sur l'efficience ou l'économie du programme, donc la manière dont le programme est organisé et agit pour atteindre ces résultats. Et seulement 10 portaient sur la pertinence du programme, donc ça semble être un moins grand problème pour les programmes. Quant à l'objet de chacune des recommandations, les résultats sont un peu plus distribués, comme vous le voyez à l'écran, en partant des éléments de design, de conception du programme jusqu'à sa population cible. Donc, l'étude exploratoire, comme je le disais, ça nous a donné vraiment une vue globale des recommandations qui sont présentées dans les rapports d'évaluation. Ça nous a aidé à comprendre un peu là, ce sur quoi elles portent principalement. Et ensuite, notre étude descriptive, elle, nous a permis de produire des résultats quantitatifs sur 3 dimensions principales. On a demandé aux gestionnaires de fournir des informations au sujet de toutes les évaluations qui avaient été produites dans leur organisation pendant les 2 premières années de mise en œuvre de la politique sur les résultats, donc du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Premièrement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a constaté un taux plutôt faible d'implication des parties prenantes à la démarche évaluative par l'entremise des comités consultatifs, un petit peu plus que la moitié seulement. Et on a constaté à peu près le même taux d'implication des programmes lors de l'élaboration des recommandations. On a trouvé ça un peu surprenant. On s'attendait à des pourcentages plus élevés compte tenu de cet accent-là qu'on met dans la politique sur les résultats, sur l'utilisation. Ce qu'on a remarqué lors de notre analyse, quand on l'a poussé un peu plus loin, c'est qu'un modèle qui favorise l'évaluation interne, donc dans lequel les évaluateurs travaillent au sein du ministère ou de l'agence, mène à une plus grande implication des utilisateurs. Ça, ce n'est pas tellement surprenant. Ça fait longtemps qu'on sait que quand les évaluateurs font partie des organisations, travaillent régulièrement avec les gens des programmes, ça mène à plus de participation, mais ça confirme quand même les résultats de ces études-là. Ensuite, on a demandé aux directions d'évaluation de fournir le nombre de recommandations issues de leur rapport d'évaluation produit là, au cours de la période dont je viens de parler. Et on leur a demandé de les classer selon certains types ou catégories de recommandations. Et c'est ce que vous avez là, dans le diagramme à gauche. Donc, plus de recommandations portaient sur les thèmes généraux de l'efficacité, l'efficience et l'économie, ainsi que la pertinence. Et d'autres recommandations un peu moins nombreuses, en général, portaient sur des thèmes qui étaient un petit peu plus précis, plus spécifiques, dont la réaffectation des ressources, la conception et la mise en œuvre des programmes, etc. Donc, ça appuie vraiment là, ce qu'on a vu dans l'étude exploratoire. Et finalement, on a demandé aux directions d'évaluation de se prononcer quant à la pertinence et à la mise en œuvre des recommandations. Donc, au niveau de la pertinence, donc, est-ce que les gestionnaires sont d'accord avec les recommandations et des compétences des gestionnaires et d'autres parties prenantes pour participer à l'élaboration de recommandations, on a constaté que ça se passe relativement bien. Là où on a constaté un peu plus de difficultés, c'est au niveau de leur mise en œuvre ainsi qu'au niveau de leur contribution au-delà de l'amélioration des programmes. En d'autres mots, les recommandations servent bien aux gestionnaires des programmes, mais moins à la haute direction. Et je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Plusieurs moyens ont été mis en œuvre au fil des ans pour évaluer les fonctions d'évaluation fédérale. Hein, on se pose souvent la question, est-ce que ça vaut la peine d'évaluer? Et donc, on peut parler là, notamment du cadre de responsabilisation de la gestion qui était en vigueur au début des années 2000, ainsi que les enquêtes sur la santé de la fonction d'évaluation qui étaient autrefois menées par le Centre d'excellence en évaluation au secrétariat du Conseil du Trésor. Ces mécanismes-là n'existent plus aujourd'hui, mais depuis 2009, l'examen de la fonction se fait surtout au niveau ministériel par l'entremise de ce qu'on appelle les examens neutres, donc qui sont en place là, depuis un petit peu plus de 10 ans. Ces examens-là portent essentiellement sur la même chose que les anciennes évaluations de la fonction qui réfèrent à la conformité des ministères et agences à la politique. Cette exigence-là demande aux ministères et aux agences de faire évaluer leur fonction d'évaluation à peu près aux 5 ans.
Le secrétariat du Conseil du Trésor a développé un guide qui permet, qui identifie certaines approches et certains contenus à inclure dans les examens neutres, mais donne quand même de la flexibilité là, aux organisations pour que l'examen leur soit utile. Ce qui est intéressant dans le cas des examens neutres, c'est que le rapport d'examen n'est pas soumis au Conseil du Trésor, il est soumis à l'administrateur général pour l'informer de la conformité de son organisation à la politique. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les rapports d'examen neutre nous offrent une nouvelle perspective, une nouvelle source de données sur la capacité des ministères et des agences à produire des évaluations et surtout à les utiliser. Donc, on a réalisé 2 études récemment au sujet des examens neutres et leur contenu, et j'ai réalisé les 2 études avec ma collègue Stéphanie Maltais. Dont une, la première, qui est une étude plus descriptive, qui a été publiée cette semaine dans l'Administration publique du Canada. Donc, le timing ne pouvait pas être plus parfait. Et dans cette étude-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé 41 rapports d'examen neutre qui nous ont été fournis par 28 organisations fédérales. Dans la deuxième étude, qui sera publiée bientôt dans l'American Journal of Evaluation, on a poussé un peu plus loin l'analyse et on a porté plutôt cette analyse-là sur les liens qui existent entre les politiques d'évaluation et la pratique. Donc, c'est encore la même analyse, mais c'est avec une lentille qui est un peu différente. Et donc, on voulait voir dans quelle mesure les éléments qui constituent la politique sur l'évaluation et la politique sur les résultats ont été mis en œuvre par les organisations fédérales et comment la pratique de l'évaluation est déterminée par les politiques. Donc, l'étude descriptive nous a permis de bien comprendre comment les examens neutres ont été réalisés, à quoi ça ressemble et quels sont leurs résultats principaux. Donc, premièrement, on a constaté que les rapports sont fondés sur une variété d'approches telles que définies par le secrétariat du Conseil du Trésor dans son guide. Cependant, en réalité, ces approches-là se chevauchent pas mal et portent pas mal sur les mêmes thèmes. Et ce sont ces thèmes-là que vous avez à l'écran. Donc, évidemment, on parle beaucoup de conformité, mais on parle aussi de capacité organisationnelle en évaluation. On parle de la qualité des évaluations, de leur valeur ajoutée, des pratiques professionnelles ainsi que de l'utilisation, bien sûr. Au niveau des méthodes, ces examens-là ressemblent souvent à des évaluations. On sert des mêmes approches méthodologiques pour les réaliser. Tous les rapports que nous, on a analysés avaient au moins un examen des documents et des entretiens semi-dirigés, mais la majorité des examens incluaient aussi d'autres méthodes, comme celles que vous avez à l'écran, des sondages, examens de données administratives, études de cas, etc. Au niveau du résultat des examens, la grande majorité des rapports indiquent que le ministère ou l'agence en question est conforme aux grandes lignes de la politique. Il ne semble vraiment pas y avoir de problème de ce côté-là. Et ça confirme aussi ce qu'on savait par rapport à la politique sur l'évaluation aussi, qui avait été examinée là, par le cadre de responsabilisation de la gestion. Donc, ce n'est pas une surprise de savoir que la majorité des ministères et agences, ça va bien en termes de conformité. Là où on a découvert beaucoup plus de nuances, c'est au niveau de la capacité évaluative, de l'utilisation et de la valeur ajoutée de la fonction, qui varie beaucoup plus d'une organisation à l'autre. Et c'est ce qui est vraiment intéressant parce que c'est là où on peut peut-être trouver des pistes d'amélioration, des bons exemples de ces éléments-là là, pour d'autres fonctions. La deuxième étude, qui portait vraiment sur l'aspect de mise en œuvre des politiques, reprend chacun des éléments de la politique sur les résultats et décrit leur niveau de mise en œuvre selon les résultats qu'on a pu extraire des examens neutres. Donc, encore une fois, c'est une analyse secondaire qui comporte évidemment son lot de limites, mais les résultats nous donnent tout de même une bonne idée de la manière dont la politique est mise en œuvre de façon concrète dans les ministères. Et donc, c'est ce que vous avez devant les yeux. C'est un résumé très général de ce qu'on a trouvé. Donc, au niveau de la supervision et de la gestion là, ou du oversight là, de la fonction d'évaluation dans les ministères, ça se passe bien. Ce sont surtout des éléments qui relèvent de l'administrateur général qui font partie de ces éléments-là de la politique. Et donc, c'est peut-être pour ça que la majorité des ministères ont déjà mis sur pied l'infrastructure et les procédures nécessaires, telles que, par exemple, le comité ministériel sur l'évaluation et la mesure du rendement.
Au niveau des compétences des évaluateurs, on reconnaît en grande partie que ça se passe bien aussi. Quelques rapports indiquent certains besoins en termes de compétences techniques et on constate aussi du roulement de personnel, mais ça ne semble pas être un problème répandu, du moins dans les rapports que nous, on a évalués. On a examiné, pardon. Au niveau de la gestion des projets d'évaluation, les examens neutres révèlent que là, il y a quand même plusieurs éléments qui ont besoin d'amélioration, tels que la durée des projets, leur coût-efficacité et l'assurance qualité. Donc, il reste encore des choses à faire de ce côté-là. Et une des choses importantes qui a rapport à la gestion et à la qualité des évaluations qui revient très souvent, c'est l'intégration de mesures du rendement, évidemment, qui continue à être problématique, là, même aujourd'hui. Et finalement, en matière de communication et d'utilisation des résultats, on constate une amélioration, surtout au niveau de la production de recommandations solides et de l'amélioration des programmes qui en résultent, donc qui fait écho aux 2 premières études que j'ai présentées tantôt. Mais il reste encore du travail à faire au niveau du transfert des connaissances, de la production de pas seulement des rapports d'évaluation formels, mais d'autres produits qui pourraient améliorer le transfert des connaissances issues des évaluations et qui pourraient mener à des actions plus stratégiques. Donc, pour conclure, il y a peut-être quelques messages là, qui ressortent des 4 études que j'ai présentées aujourd'hui. Premièrement, nos résultats démontrent que les recommandations jouent toujours un rôle important au niveau du transfert des connaissances issues de l'évaluation. Les recommandations, c'est un ingrédient essentiel des rapports d'évaluation car elles permettent vraiment d'établir un pont entre les résultats et le suivi qui doit ensuite être fait. Deuxièmement, l'implication des parties prenantes demeure aussi un élément important si on veut produire des évaluations utiles. Ce n'est pas tellement surprenant, mais c'est quand même important là, de continuer à le souligner et de l'encourager le plus possible. Et troisièmement, la fonction d'évaluation fédérale continue à se développer. On voit une progression au niveau de la mise en œuvre de la politique sur les résultats, par exemple. Et donc, on voit qu'il y a quand même un progrès qui se fait. Donc, à partir de ces constats-là et des autres résultats dont j'ai parlé, ça m'a permis d'identifier quelques pistes de recherche là, ou des pistes de réflexion aussi pour l'avenir, pour la pratique. Je continue à m'intéresser beaucoup à l'utilisation stratégique de l'évaluation au gouvernement fédéral. Donc, comme je le disais, on voit que quand on évalue un programme et qu'on formule des recommandations et qu'on les met en œuvre, on voit un lien direct entre l'évaluation et l'utilisation. Ça se fait, ça va bien. Là où on voit moins de preuves, c'est au niveau de l'utilisation stratégique où les évaluations contribueraient à des décisions à l'échelle organisationnelle, pas seulement au niveau du programme. Et il serait intéressant, je pense, de poursuivre la recherche là-dessus pour déterminer comment les évaluations pourraient être conceptualisées autrement pour servir à des besoins différents au sein des organisations et d'ainsi d'avoir un impact plus important. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu là, quand je discute avec des gestionnaires d'évaluation dans les ministères. C'est quelque chose qui revient. On y pense comme praticien. On aimerait trouver des façons de se servir de la flexibilité qui est offerte par la politique sur les résultats pour produire des évaluations qui sont peut-être utiles, mais à un niveau différent. Et il y en a quelques exemples, mais il n'y en a pas une tonne encore là, de ce genre d'évaluation-là. Aussi, la politique sur des résultats a eu 5 ans l'été dernier et elle n'a pas encore été évaluée. Donc, je pense qu'il serait important de le faire pour en déterminer les impacts, évidemment. C'est une évaluatrice qui le pense et qui le dit, mais je pense qu'il y aurait vraiment une valeur là, à déjà commencer à regarder de manière rétrospective pour voir quels ont été les effets et les impacts et peut-être de proposer des améliorations pour l'avenir. Et finalement, on constate de façon anecdotique qu'au fil des ans, les pratiques d'évaluation au gouvernement fédéral ont aussi influencé les politiques. Donc, c'est un peu à l'envers. C'est pas seulement politique à pratique, mais il y a aussi un lien pratique à politique. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant d'examiner ce lien-là de façon un peu plus systématique dans l'avenir pour comprendre les interactions qui ont lieu entre les praticiens, entre le secrétariat du Conseil du Trésor et comment l'influence, la direction de l'influence se fait. Donc, je m'arrête ici. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup et j'ai hâte de poursuivre la discussion. Merci beaucoup, Isabelle. Beaucoup d'informations.
Alors, assez rapidement, je vais simplement donner la parole à Patrice pour quelques remarques initiales. Je devrais peut-être dire en passant que Patrice a un petit contretemps et donc il va devoir se sauver dans une dizaine de minutes. Donc, merci Patrice quand même d'être avec nous malgré tout. Et puis, je te donne la parole tout de suite. Merci, Luc. Bon, premièrement, je tiens à remercier et à féliciter Isabelle Bourgeois et Léandre Leblanc pour leur essai qui était tout à fait remarquable sur l'élaboration et la mise en œuvre des recommandations issues d'évaluation de programmes au gouvernement du Canada, c'est le titre. En tant que membre du jury du prix Parenteau, Geneviève et moi étions gâtés. On avait retenu 3 finalistes et le choix a été très difficile. Alors, félicitations. L'article de Bourgeois et Leblanc a remporté le prix Parenteau, à mon avis, pour 2 raisons essentielles. La première était une problématique bien ciblée. Les organisations fédérales ont-elles les capacités nécessaires à la production d'évaluation? Les gestionnaires de programmes sont-ils impliqués? Et enfin, est-ce que les rapports ont une influence sur les décisions? Des questions très importantes à laquelle on n'avait pas de réponse. Bourgeois et Leblanc ont conçu un sondage mené auprès de 27 responsables d'évaluation dans le gouvernement du Canada et ont fait ressortir des faits qui sont, à mon avis, très encourageants. Primo, il s'est créé, dans au moins la moitié des cas, une véritable alliance entre les évaluateurs professionnels et les agents de programme. Deuxièmement, la plupart des recommandations faites par les évaluateurs portent sur l'efficience, l'efficacité et la pertinence des programmes. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, leur sondage démontre que la communauté d'évaluation semble plutôt satisfaite de son rendement. L'article démontre que la longue campagne pour améliorer et pour faire respecter les programmes d'évaluation a porté fruit. Au fédéral, ça marche. Les progrès ont été réalisés. C'est important. J'ai 2 ou 3 remarques à faire qui vont au-delà de cette très belle recherche. Premièrement, je fais un lien entre cette étude et celle de la professeure Danielle Morin, anciennement des autres études commerciales, qui est maintenant à sa retraite, qui avait fait, il y a plus de 20 ans, un sondage semblable auprès des responsables de programmes suite à un audit du vérificateur général du Québec. La professeure Morin avait découvert que, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, les responsables de programme accueillaient avec enthousiasme la vérification d'optimisation des ressources et que dans la plupart des cas, l'expérience de l'audit était très positive. Les fonctionnaires avaient même hâte de faire connaître leur programme et n'hésitaient pas à faire aussi connaître les lacunes de leur programme. On voit que l'étude de Bourgeois et Leblanc fait ressortir une complicité semblable entre les évaluateurs et les responsables de programme. Pour moi, c'est sain. Je poserai la question suivante. On sait que l'adoption moderne des évaluations de programme au fédéral a été lente et le fruit de maints efforts de la communauté d'évaluateurs. Mais c'est tout à fait un triomphe comparé à ce qui se passe au niveau provincial et municipal, où l'adoption d'une politique d'évaluation rigoureuse reste lente et boiteuse. Isabelle, auriez-vous des suggestions à faire afin que le succès fédéral, en général, soit reproduit sur les 2 autres niveaux? Quelle stratégie devrait-on privilégier afin d'encourager l'évaluation des programmes au municipal ainsi qu'au provincial? Merci. Excellent. Merci, Patrice. Peut-être, Isabelle, avant de répondre à la question de Patrice, je vais donner la parole à Geneviève et puis tu pourras ensuite répondre aux 2 pendant que les autres participants posent des questions. Alors, Geneviève, la parole est à toi. Merci beaucoup, Luc. Très heureuse d'être ici avec vous. Très heureuse aussi d'avoir écouté cette très belle présentation. Et je ne répéterai pas ce que Patrice a dit parce que ça rejoint tout à fait ma propre évaluation, je m'excuse, du papier qui nous a été présenté et que j'ai adoré aimer.
Ce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on est allé parler directement aux gestionnaires. C'est quelque chose qu'on fait très rarement. Oui, c'est important de lire les rapports, puis je pense que ces rapports-là nous donnent beaucoup d'informations, mais aller ensuite sur le terrain puis leur poser des questions, ça ne se fait pas assez souvent. Il y a sans doute des gestionnaires qui nous écoutent en ce moment, alors peut-être que c'est un appel aussi qu'on pourrait vous faire en disant on aimerait bien vous parler puis aller au cœur de ce qui se passe. Alors, c'est absolument important de le faire puis de comprendre. Je vais rebondir un peu sur ce que Patrice a dit et je vais peut-être faire une petite critique pour l'ensemble de la fonction d'évaluation. Puis je pense qu'Isabelle, elle sait un peu, je m'en vais avec ça. Mais une critique, disons, une critique amicale, c'est-à-dire j'aimerais qu'on ouvre un peu le débat parce que moi, il y a quelque chose qui me rend très perplexe lorsque j'entends parler d'évaluation de programmes au Canada. C'est vrai que c'est essentiellement le gouvernement fédéral qui le fait, mais de façon générale. Alors, Patrice, j'ai beaucoup aimé ton exemple parce que tu parles de cette étude qui faisait une analyse de l'audit de la vérificatrice générale au Québec. Et là, on parle d'évaluation. Et pour moi, il me semble y avoir un mélange entre les deux fonctions. Et mon malaise est que j'ai de la difficulté à voir la différence entre le travail fait par les audits, les auditeurs, les vérificateurs, la vérificatrice générale et le travail que devraient faire les évaluateurs de programme. Et mon malaise se continue lorsque j'entends les expressions pertinence, efficacité, efficience. Et surtout, c'est efficacité, efficience, puis on pourrait rajouter économie de programme. Et j'ai l'impression que tout le monde est attiré inévitablement vers ces dimensions-là, parce que ce sont les dimensions les plus faciles à analyser et à exécuter. Mais je pense que l'évaluation de programme devrait être un peu plus large que ça. Et là, on pourrait rajouter la notion de pertinence. Et je pense que la pertinence est au cœur de l'exercice. Et il y a un résultat dans l'article qui m'a interpellée lorsque, dans un des tableaux, on regardait, je pense que c'est sur une des acétates, je vais la retourner facilement, lorsqu'on disait les recommandations qui ont été... est-ce que vous avez suivi les recommandations qui ont été proposées lors de ces évaluations-là? Et plus de la moitié des recommandations portant sur l'efficacité ont été suivies, plus du tiers des recommandations portant sur l'efficience ou l'économie ont été suivies, mais seulement 11% des recommandations portant sur la pertinence ont été suivies. Alors, il y a deux façons de voir ça. Il y a une façon de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La première façon de voir, c'est de dire, c'est parce qu'il n'y a pas de problème pour la pertinence. La pertinence est clairement établie, puis ce n'est pas un enjeu. La deuxième façon de voir ça, c'est on n'est pas capable d'examiner la pertinence et la pertinence nous échappe ou on ne veut pas le faire. Moi, j'aurais tendance à aller vers le verre à moitié vide, mais je suis d'accord que peut-être pas tout le monde voit les choses de cette façon-là. Et donc, quand vient le temps, et c'est mon deuxième point, quand vient le temps de se poser la question sur la pertinence d'un programme et s'il faut le poursuivre ou s'il faut le modifier ou il faut tout simplement l'arrêter, je pense que c'est un petit peu là le talon d'Achille de la fonction de pertinence de l'évaluation de programme parce que c'est des questions de jeu fondamentales qui doivent mettre mal à l'aise certains gestionnaires, certains ministères, parce que ce n'est pas facile de dire bien, mon fameux programme sur la lutte à la pauvreté qui a été conçu dans les années 60, il n'est plus bon, puis je dois m'en débarrasser. Alors, est-ce qu'on est capable, avec cette fonction-là, en ce moment, de prendre ces décisions-là? Puis j'ai peur que non, qu'on rebondit rapidement en disant non, on va parler d'efficacité, d'efficience, d'économie. Et là, on refait un travail que l'audit est peut-être en train de faire. Donc, pour moi, c'est un peu l'enjeu. Et d'approfondir un peu cet aspect-là, je pense que ça serait très intéressant. Est-ce que ça veut dire, puis là, je vais lancer une idée provocatrice, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mettre la fonction d'évaluation aussi entre les mains de d'autres organismes? On a un vérificateur général, on a un directeur parlementaire du budget. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un jour un évaluateur qui sera un agent du Parlement et qui lui aussi pourrait avoir ses propres études, qui influencerait la gestion des ministères, parce qu'on sait qu'il y a une collaboration avec le vérificateur général et les gestionnaires. On sait que le directeur parlementaire du budget aussi, on l'écoute et que ça produit des changements dans la fonction publique.
Et donc, peut-être j'avais envie aussi de poser cette question-là. Donc, à Isabelle, je poserais peut-être 2 questions. La pertinence des programmes pour dire, bon, bien, on n'en a plus besoin ou il faut le changer. Comment est-ce qu'on l'intègre dans la fonction d'évaluation? Puis, est-ce que ce n'est pas venu le temps d'avoir un agent du Parlement en matière d'évaluation? Je pense que ça commence à se faire dans d'autres pays, puis peut-être qu'au Canada, on serait rendu là. Alors, je vais m'arrêter ici, mais je veux dire que je suis très emballée par ce sujet-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci Geneviève, excellente remarque. Donc, Isabelle, est-ce qu'on a besoin d'un évaluateur général comme on a un vérificateur général? Grande question. Peut-être avant de te laisser répondre, juste inviter tous les participants donc, à nous poser des questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, utilisez la fonction question plutôt que le chat pour poser vos questions. Mais en ce moment, on n'en a pas. Donc, allez, posez-nous des questions, puis on pourra les transmettre aux panélistes, à Isabelle notamment, puis à nos 2 autres invités. Alors, n'hésitez pas. Puis, pour l'instant, je donne la parole encore à Isabelle qui va sûrement vouloir rebondir sur les questions de Patrice et Geneviève. Vas-y. Merci beaucoup. Merci, Patrice et Geneviève, pour vos questions très, très pertinentes, c'est le cas de le dire, et qui me poussent vraiment beaucoup à réfléchir. Je vais commencer par la question de Patrice, là, comment on peut soutenir les organisations au gouvernement provincial, dans les gouvernements municipaux aussi, à adopter l'évaluation. Je pense qu'on peut le faire de 3 manières différentes. Premièrement, moi, mon sujet de recherche principal, c'est le renforcement des capacités organisationnelles en évaluation. Et si on veut bien évaluer et utiliser les évaluations, ça prend 2 choses. Ça prend une capacité à produire des évaluations, donc ça prend des évaluateurs qui sont bien formés, qui sont prêts à faire le travail, mais ça prend aussi des structures, des procédures, des politiques qu'on met en place pour soutenir le travail d'évaluation dans les organisations. Donc, pour moi, au niveau des ministères individuels ou des agences, il faut vraiment qu'on réfléchisse au renforcement des capacités existantes. Il y en a probablement des pochettes de capacités un peu partout, mais il faut vraiment réfléchir à comment on peut les renforcer. Deuxièmement, puis ça fait partie un peu de ça, pour moi, ce qu'on observe vraiment au gouvernement fédéral, ce qui fait la différence, là, c'est vraiment cette existence-là de politique. Ça fait plus de 40 ans qu'on en a, des politiques qui ont rapport à l'évaluation et qui indique au ministère exactement quoi faire en matière d'évaluation, qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant des méthodes d'évaluation appropriées. On donne des guides qui accompagnent ces politiques-là, des directives et tout ça. Donc, ça prend un peu un mandat qui vient des agences centrales et qui l'exige, parce que sinon, les ministères et les agences, peu importe le niveau de gouvernement, n'investiront pas justement dans l'évaluation si on ne leur dit pas que c'est obligatoire. Donc, ça prend quelque chose aussi pour encadrer ces fonctions-là. Et il faut faire des suivis. Donc, on a vu à partir de 2001, mais même un peu avant, là, sous Terry Hunt, la création du Centre d'excellence en évaluation au Conseil du Trésor. Ce centre-là, vraiment, c'était le centre de la politique, mais c'était aussi le centre des suivis de la fonction. Et donc, il y avait, comme je disais au début, là, il y a eu le cadre de responsabilisation de la gestion, mais il y a eu aussi plein d'enquêtes des ministères et des agents pour voir qu'est-ce qui se passait, quelle était leur capacité, qu'est-ce qu'ils faisaient pour le développer, quelles ressources étaient attribuées aux fonctions d'évaluation, comment ça changeait au fil des ans. Et ça, ce sont des informations qui sont vraiment importantes justement pour qu'on sache ce qui se passe dans les ministères et les agences et qu'on puisse réorienter aux besoins à l'aide des politiques subséquentes là, qui sont adoptées au fil des ans. Donc, je pense que ça prend un investissement, ça prend vraiment, faut vraiment le vouloir, ça prend un engagement envers ça si on veut l'instaurer, mais ça prend d'autres choses aussi. Ça prend de l'infrastructure, ça prend des gens qui ont ces connaissances-là et qui sont capables de le faire. Donc, merci, Patrice, je vois ton commentaire dans la zone de clavardage. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Et donc, Geneviève, oui, tu poses la question sur la pertinence. C'est une question très, très importante, je pense. En fait, j'ai un étudiant à la maîtrise, Serge Abbé, qui a fait son mémoire de maîtrise sur comment on mesure la pertinence dans les évaluations fédérales il y a déjà quelques années. Et ce qu'il a trouvé, lui, c'est qu'on ne le fait pas très bien. La conclusion, c'est ça. C'est
on le fait de façon systématique dans presque toutes les évaluations. On pose des questions. Est-ce qu'il y a un besoin? Quel était le besoin à l'origine? Est-ce que ce besoin-là existe toujours? Quelle a été l'évolution? Quel est le lien avec, est-ce que c'est harmonisé ce programme-là avec les autres programmes de ce ministère-là? Est-ce que le programme appartient vraiment là, à ce ministère-là? Puis, est-ce que c'est le rôle du gouvernement fédéral, justement? Est-ce que ça fait partie de son rôle, justement? Et donc, généralement, dans les évaluations fédérales, la façon dont on répond à ces questions-là, c'est qu'on va questionner les dirigeants de l'organisme. Donc, les dirigeants de l'organisme vont dire, ben oui, c'est important, ben oui, il y a un besoin, ben oui, etc., comme tu disais tantôt. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a une question de mesure ici, de trouver la bonne méthode et de vraiment creuser. On va lire aussi, par exemple, les discours du trône, des documents comme ça aussi qui expliquent bien le fondement de ces programmes-là, de ces interventions-là. On va lire les mémoires au cabinet, on va lire les soumissions au Conseil du Trésor pour essayer de trouver la raison qui a motivé le gouvernement à adopter un programme ou à le créer. Mais encore une fois, c'est comme le gouvernement qui se parle à lui-même. C'est vraiment ça la façon dont on mesure la pertinence. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a d'autres moyens de le faire et que ça serait intéressant peut-être de développer davantage un peu cette pensée-là. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est de mettre la pertinence de côté. Puis en fait, la grande transition entre la politique sur l'évaluation et la politique sur les résultats, c'est que la politique sur l'évaluation a été évaluée en 2015 et un des constats de cette évaluation-là, c'était que finalement, ça ne donnait pas grand-chose d'évaluer la pertinence. Et comme tu disais, c'est la première option là, que tu as nommée parmi les deux tantôt, c'était qu'on se disait, bien, finalement, on n'a pas besoin de le faire parce que on trouve que ça va toujours bien, la pertinence, qu'on a toujours une réponse positive à la pertinence. On ne remet jamais en question. Donc, on va tout simplement, dans la politique sur les résultats, dire aux ministères qu'ils n'ont pas besoin de l'évaluer, la pertinence. Et donc, on a ouvert la porte justement pour qu'on enlève complètement la pertinence de la discussion des évaluations. Donc, je pense que non seulement c'est essentiel, mais qu'il faudrait encore mieux le faire. Il faut qu'on réfléchisse collectivement à des façons d'y arriver, puis que ce soit des données qui soient pas juste des données internes au gouvernement, mais vraiment d'aller chercher des perspectives externes aussi. Puis, oui, est-ce qu'on devrait avoir un évaluateur général? Écoute, ta question, je trouvais ça drôle parce que quand j'étais une jeune évaluatrice, j'étais allée à une de mes premières conférences de la Société canadienne d'évaluation et là, il y avait eu un véritable débat. Je vois certains noms dans la liste de participants qui étaient là et qui vont sûrement s'en souvenir. Il y a eu un véritable débat. Est-ce qu'on devrait avoir un évaluateur général du Canada, oui ou non? Et finalement, la discussion a duré longtemps et c'était très partagé les opinions d'un côté ou de l'autre. D'un côté, oui, l'évaluateur général du Canada aurait comme un peu le même rôle que le vérificateur général du Canada. Il travaillerait avec les ministères, les agences, comme tu dis, avec les fonctions internes d'évaluation. Mais d'autre part, on voyait ça un peu comme une atteinte là, à l'indépendance des ministères et des agences, puis on voyait ça comme une entrave au travail collectif là, entre les évaluateurs et les programmes. Donc c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui est encore très pertinente et très intéressante, puis on pourrait continuer à y penser davantage. Merci Isabelle. Peut-être juste, je vais me permettre d'intervenir, revenir sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on sait parce que là, les études que tu as présentées, des évaluations de la fonction qui sont assez formelles, des résultats de sondage qui viennent des directions d'évaluation, mais sur la question des résultats vraiment obtenus ou non des programmes, c'est une question qui devrait être d'une immense pertinence pour les sous-ministres notamment, les ministres eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on sait de l'attitude de ces acteurs-là face au rapport d'évaluation? Parce que c'est vrai ce que soulignait Geneviève, on pourrait s'attendre à un intérêt peut-être beaucoup plus important pour le résultat, pour les recommandations des rapports sur ces plans-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour les gens qui sont des non-initiés comme moi, qu'est-ce qu'on sait en fait de ce que les sous-ministres ou ministres pensent de ces rapports d'évaluation puis de leur utilisation?
C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de l'évaluation du programme et du sous-ministre et des sous-ministres adjoints. Ce qu'on sait, c'est que la politique sur les résultats exige que les rapports d'évaluation soient présentés au comité d'évaluation et de mesure du rendement. Donc, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints, habituellement, c'est eux qui composent ce comité-là et donc, ils reçoivent tous les rapports d'évaluation, on leur en fait une présentation et là, ils ont l'occasion de discuter entre eux. De manière anecdotique, ce que j'ai observé là, ou ce que j'ai entendu en discutant avec des évaluateurs du gouvernement fédéral, c'est que les rapports sont assez bien reçus habituellement. Il y a beaucoup d'intérêt pour les rapports d'évaluation. Il n'y a pas toujours beaucoup de changements qui sont faits à la suite, à part les améliorations concrètes là, qui sont proposées dans les recommandations et dont les programmes se chargent. Dans la plupart des cas, selon ce qu'on m'a dit, ce que ça fait, cette présentation-là des rapports d'évaluation, c'est que ça va donner lieu pas à une discussion détaillée sur cette évaluation-là, mais ça va donner lieu à une discussion qui est peut-être un peu plus stratégique, à un niveau plus organisationnel, où là, les sous-ministres adjoints qui ne travaillent pas, qui ne sont pas responsables du programme qui vient d'être évalué, vont quand même réfléchir aux résultats puis se dire, ah ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose aussi qu'on pourrait tirer là, de cette évaluation-là et de l'appliquer dans notre milieu. Donc, il y a comme cette utilisation-là qui est peut-être un peu plus conceptuelle, qui ne s'applique pas directement partout dans l'organisation, mais qui porte à réflexion. Et ça, c'est bien, puis je pense que c'est bien accueilli aussi. Souvent, ce qu'on m'a rapporté aussi, c'est que les sous-ministres et sous-ministres adjoints n'ont pas suffisamment les connaissances méthodologiques ou techniques pour absorber ce qu'on présente dans les rapports d'évaluation. Donc, quand je parlais tantôt de la production, le transfert de connaissances par l'entremise de produits variés, mais ça, c'en est un bon exemple où les évaluateurs souvent ont 10 minutes pour présenter leur évaluation, même pas. Ils ont un petit PowerPoint, c'est tout. Ils ne peuvent pas vraiment présenter beaucoup de détails et ça fait en sorte que des fois, les administrateurs comprennent moins bien là où ils voulaient en venir. Donc, il y a comme une perte là, du message là, entre les deux. Mais ça, il y a des ministères qui le font très bien, puis il y a des ministères qui le font un peu moins bien, puis il y en a des administrateurs qui sont très branchés puis qui comprennent très bien, puis il y en a d'autres que moins. Donc, ça, c'est très nuancé, là, ma réponse, parce que justement, il n'y a pas de direction claire là, à ce que je sache. Puis il n'y a pas eu d'études là-dessus non plus, à ce que je sache. Question qui m'est posée, Isabelle, c'est à la suite de l'arrivée du gouvernement Trudeau, on a mis en place plusieurs processus liés à la gestion de résultats. Donc, je pense qu'on fait référence notamment, on a renommé un des comités du cabinet axé sur les résultats, puis toute la deliverology, la science de la mise en œuvre, de M. Barber et compagnie. Est-ce que ça a eu un impact? Quel impact ça a sur la fonction d'évaluation? Je sais que ça a créé pas mal de remous quand ça a été présenté. Les évaluateurs, tout de suite, ont perçu un peu qu'on leur enlevait une partie de leur mandat, justement, puis qu'on le mettait ailleurs. Donc, ça n'a pas nécessairement bien passé au début. On en a beaucoup parlé, Deliverology, au début, là, en 2015-16. On a fait plein de conférences, séminaires, tout ça là-dessus. Puis finalement, c'est comme disparu graduellement. On en parle de moins en moins. Puis on ne le voit pas, mais on voit que la fonction d'évaluation, elle est restée quand même solide. Donc, je pense que ces mouvements-là, il y en a. Il y a des vagues comme ça qui sont revenues. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que j'observe la fonction d'évaluation fédérale comme évaluatrice moi-même, puis maintenant comme chercheur. Mais puis on voit qu'il y a des vagues comme ça, il y a des mouvements, des courants qui semblent intéressants, puis qui semblent remplacer tout ce qu'on fait comme évaluateur, mais finalement, ça passe, puis on retrouve les mêmes pratiques qu'avant. Donc, je pense qu'au niveau de la communauté d'évaluateurs fédéraux, je pense qu'elle est très solide. Pendant longtemps, il y avait très peu de roulement, en fait, dans cette communauté-là. Les gens devenaient évaluateurs, là, restaient toute leur carrière, se connaissaient, ils pouvaient changer de ministère, mais ils se connaissaient quand même entre eux, puis tout ça. Donc, ces courants-là ont eu un peu d'impact, nous posent à nous questionner un petit peu, mais après ça, ça passe, puis on continue à faire ce qu'on avait à faire. Quand il y a des choses intéressantes à en tirer, c'est sûr qu'on veut le faire, on veut
aller tirer des leçons ou des pratiques intéressantes. Mais mon impression à moi, là, puis c'est tout à fait anecdotique encore une fois, là, c'est que ces courants-là n'ont jamais beaucoup d'influence sur la pratique. Puis là, je peux être contredite, je suis à l'aise avec ça, mais moi, c'est mon impression en tout cas. Excellent. Ben, écoutez, on arrive vers la fin. Une autre question qui nous était posée portait en fait sur est-ce que c'est nécessaire vraiment de créer un évaluateur général, mais je pense que tu as peut-être répondu à ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou peut-être Geneviève veut revenir sur cette question-là. J'avais vu une autre question aussi, je ne sais pas si c'était lié à ça, c'était sur toute la question de l'environnement, puis intégrer la composante de l'environnement dans l'évaluation. Ça me faisait réfléchir à tout ce qui est l'analyse sensible au genre qu'on voit en ce moment au gouvernement fédéral, notamment dans le budget. Je suis un peu plus familière avec le budget sur les genres que toute l'analyse comparative. Mais est-ce qu'il y a eu une dimension qui s'est ajoutée justement à la fonction d'évaluation? Est-ce que c'est un peu ça qu'on a un peu le côté moderne de la chose. Donc, sensible aux gens, puis éventuellement, sans doute, l'environnement, la pandémie aussi, je pense qu'on peut faire un lien avec ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Geneviève. C'est vrai qu'on l'a vu certainement pour l'analyse des données sur le genre. On le voit de plus en plus, là, et il y a certaines exigences là, de la politique par rapport à ça. Les langues officielles, c'en est un autre domaine où on veut voir plus de données sur les langues officielles dans les évaluations. L'environnement, c'est sûr que on le voit au niveau international dans les évaluations qui sont faites partout au monde. On l'intègre de plus en plus. Le développement durable, c'est très important. Les objectifs de la... là, j'oublie le nom, là, mais bon, les objectifs des Nations Unies, je pense. Développement durable. Oui, c'est ça, de développement durable. C'est quelque chose qu'on intègre de plus en plus dans les évaluations à l'international. Je ne l'ai pas encore observé ici, mais c'est définitivement quelque chose qui devrait faire partie là, de notre réflexion comme évaluateur dans l'avenir. Merci. Merci à Geneviève de m'avoir souligné ça et toutes mes excuses à mon ami François. J'ai eu un petit problème technique et la question était cachée de mon écran. Alors, merci Geneviève de l'avoir souligné. Écoutez, il est -2, donc il me reste uniquement le temps de remercier Geneviève, mais évidemment aussi surtout Isabelle pour leur contribution. Patrice également qui a dû nous quitter avant. Tous ceux qui ont pris le temps de venir nous écouter, nous poser des questions. Alors, merci beaucoup pour votre participation. L'événement a été enregistré. Je ne connais pas les modalités, mais je suis sûr que l'IAPC rendra le lien disponible aux gens qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une question qui m'était posée. Là. Je ne connais pas les modalités, mais c'est certain que ça va être disponible et vous pourrez partager le lien. Alors, merci Isabelle. Félicitations encore pour le prix Roland Parenteau. Merci à Geneviève. Merci à tout le monde qui était là. Puis, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.